Salam alaikum. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Oui, madame. Oui, madame. Oui, madame, on vous entend. Et vous voyez bien l'écran, c'est bon? Vous voyez bien Oui, l'écran? c'est bon. Très Oui, bien, c'est très bon, bien. madame. Aujourd'hui, on va faire un exercice d'application pour vous aider à faire les TD, les exercices que je vous ai envoyés dans la plateforme. C'est très important de voir, c'est-à-dire cette pharmacocinétique, comment on peut faire donc l'interprétation et comment donc on peut déterminer le volume de distribution, les différents types de paramètres. Alors, c'est très important parce que lorsqu'on fait une administration intraveineuse, ça passe directement dans la grande circulation et ça va atteindre la cible. Mais lorsqu'on fait une administration orale, donc ça passe donc par l'absorption intestinale, le métabolisme hépatique. Après, donc ça va aller dans la circulation systémique et après, donc il va y avoir dégradation, élimination hépatique, élimination rénale. Donc là, c'est très important de voir donc comment on va voir cette cinétique et comment on va l'analyser et comment on va l'interpréter. Donc, on avait parlé des paramètres pharmacocinétiques, c'est-à-dire on avait vu qu'il y avait la clairance, donc c'est le volume plasmatique qui est totalement épuré du médicament par unité de temps. Donc, on dit nettoyer, débarrasser, épurer. Donc, on la donne en litres par heure, en millilitres par minute. Et nous avons la fraction inchangée dans les urines et la fraction qui est métabolisée et la fraction qui passe dans la bile. Donc, on va faire des interprétations à ce niveau-là. Nous avons aussi un deuxième paramètre qui est le volume apparent de distribution. Donc, on doit calculer aussi. Donc, avant l'administration du médicament, on doit attendre l'équilibre pour voir donc une distribution homogène du médicament pour pouvoir calculer le volume de distribution qui ne correspond pas à un volume réel, mais c'est un volume qui est virtuel, qui est multiplié par la concentration plasmatique du principe actif dans la quantité totale du principe actif dans le corps à un certain et même moment. Donc, l'unité du volume de distribution, c'est en litres. Alors, il y a la demi-vie d'élimination. Alors, c'est quoi la demi-vie d'élimination? C'est le temps nécessaire pour que les concentrations plasmatiques du médicament soient réduites de moitié. Donc, on la donne en heures ou bien en minutes. Donc, par exemple, ici, vous avez on va faire l'exercice. Alors, vous avez ici, par exemple, on a donc cette courbe-là. Donc, on prend, par exemple, 1,2 microgrammes par jour et on va extrapoler dans l'axe des abscisses. Alors, on va avoir, par exemple, 1,5 et après, on va prendre la moitié de 1,2. Alors, c'est quoi la moitié de 1,2? C'est 0,6. On va extrapoler et on va trouver 4,3. Alors, on va faire la différence des deux et on va trouver la demi-vie qui est égale à 3 heures. Donc, on va faire une interprétation, on va faire un exercice pour bien comprendre ceci. Alors, les paramètres pharmacocinétiques, alors ça c'est très important de marquer, on peut vous donner à l'examen, quelles sont les phases de la pharmacocinétique avec les paramètres qu'on peut calculer. Donc, on a vu que dans l'absorption, on peut calculer la biodisponibilité, c'est-à-dire c'est l'air sur la courbe, on peut calculer le temps maximal et la concentration maximale. Dans la distribution, on peut calculer le volume de distribution. Dans l'élimination, on calcule la clairance totale, rénale, non rénale, hépatique et la fraction inchangée qu'on appelle la FE. Et on calcule aussi la demi-vie du médicament qu'on va voir donc aussi aujourd'hui, comment on va calculer cette demi-vie pour avoir la fraction libre du médicament qui est la FU. Donc ça, ce sont les paramètres pharmacocinétiques qui sont importants pour donc une interprétation et pour les considérations générales. Alors maintenant, on va passer à la cinétique linéaire. Donc c'est un peu de mathématiques, mais pour vous, c'est important parce que moi, je vous ai dit, la demi-vie, comment on la calcule, mais pour vous, c'est très important de voir comment on fait le calcul de la demi-vie à partir de quelle équation. Donc, vous avez dans la cinétique linéaire, donc pour cette année, pour le cours de S6, on fera la cinétique linéaire, mais Inch'Allah, pour le master, donc on fera la cinétique non linéaire. Donc, la cinétique linéaire, c'est-à-dire quoi? Les processus d'absorption, de distribution et d'élimination sont, c'est-à-dire décrits par une cinétique linéaire qu'on appelle une cinétique d'ordre 1. Donc, vous marquez, s'il vous plaît, la cinétique linéaire, c'est une réaction d'ordre 1. C'est-à-dire quoi une réaction d'ordre 1? La vitesse de processus dépend de la concentration du substrat, qui est dans ce cas le principe actif, et varie proportionnellement à cette concentration. Donc, vous avez dC sur dt, c'est-à-dire la différence de concentration en fonction du temps est égale à moins K multiplié par C. Donc, K, c'est une constante et C, c'est la concentration. Donc, à partir d'un certain temps, on a une concentration T des médicaments qui est égale à la concentration au temps zéro
multiplié par l'exponentielle de moins kt. Donc là, c'est une équation exponentielle. Donc ct est égal à c0 exponentielle de moins k fois t. Est-ce que vous suivez, d'accord? Vous suivez? Oui, madame. On Alors, vous suit. d'accord, merci. Donc, dans la cinétique linéaire, vous avez la concentration du médicament au temps t est égale à la concentration au temps zéro. Donc, on doit avoir la concentration du médicament au temps zéro. Si on n'a pas cette concentration, on ne peut pas calculer la constante d'élimination. Donc, vous avez Ct est égal à C0 exponentielle de moins kt. On va mettre ça au log, donc ça va nous faire log de Ct est égal à log C0 moins kt. Alors, Ct, c'est quoi? C'est la concentration du principe actif à un temps t. Par exemple, nous avons le temps à 2 heures, à 4 heures, à 6 heures, selon les temps que nous avons établis. Alors, C0, c'est la concentration du principe actif au temps 0. Et K, c'est la constante de vitesse d'élimination. Donc, c'est ça que je vous avais donné lorsqu'on avait calculé l'AUC, c'est-à-dire l'AUC qui est donc de t à l'infini, on avait besoin de la constante d'élimination. Dans ces conditions, vous n'avez pas vu la constante d'élimination, mais on vous avait donné la constante d'élimination déjà calculée. Donc, on a le logarithme népérien au naturel. Donc, log népérien de Ct est égal à log népérien de C0 moins Kt. Donc, ça, c'est dans la cinétique linéaire. Alors, maintenant, si nous avons ce log de C0, Ct est égal à log de C0 moins Kt, donc on peut faire logarithme décimal parce que le logarithme népérien est égal à 2,303 multiplié par le logarithme décimal. Donc, log de C est égal à log de C0 moins Kt divisé par 2,303. Donc, on va maintenant calculer le Kt. Le Kt, ça va nous donner log de C0 moins log de C. Lorsqu'on donne la différence de log, c'est-à-dire c'est le log du rapport. Donc, ça va nous donner log de C sur C0 est égal à moins Kt. Donc, on va avoir log de C sur C0 est égal à moins Kt sur 2,303. Donc, vous aurez toute cette formulation. Je ne vais pas vous donner ça à l'examen, mais pour vous, vous devez comprendre comment on calcule la constante d'élimination. À partir de quoi, hein? C'est très important pour vous. Alors, la cinétique linéaire, c'est-à-dire c'est une cinétique de premier ordre qui se caractérise par la demi-vie de médicaments et par la constante d'élimination. Donc, nous avons log de C est égal à log de C0 moins Kt sur 2,303. Alors, lorsqu'on calcule le K, est égal à 2,303 divisé par T multiplié par log de C0 sur C. Alors, qu'est-ce que vous avez ici? Comment on va calculer T1,5? Je vous avais dit que c'est la concentration divisé par 2, c'est-à-dire c'est la moitié de la concentration. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que C va être égal à C0 divisé par 2. Donc, lorsqu'on fait C est égal à C0 divisé par 2, c'est la moitié de la concentration. Et par définition, c'est T1,5. Donc, on va reporter ceci. On va avoir K est égal à 2,303 divisé par T1,5, multiplié par log de C0 sur C0 divisé par 2. Alors, ça va nous donner le K est égal à 0,693 divisé par T1,5. Alors, la constante d'élimination est égale à quoi? 0,693 divisé par T1,5. Alors, s'il vous plaît, vous soulignez ça en rouge. Est-ce que vous avez compris comment on calcule la constante d'élimination? Vous avez compris? Oui, madame. Donc, s'il vous plaît, ça, je vais vous l'envoyer, mais vous allez donc prendre ceci. Donc, pour vous, ce qui est important, c'est que la constante d'élimination est égale à 0,693 divisé par T1,5. Ça, vous le soulignez en rouge et vous le mettez chez vous. Pour moi, c'est ça que vous devez comprendre. Mais c'est très important aussi de comprendre comment on est arrivé à ceci. Hein. Parce que dans les conditions normales, nous avons log de C est égal à log de C0 moins Kt sur 2,303. Mais si on prend la demi-vie, c'est-à-dire c'est la moitié de la concentration, donc on va remplacer C par C0 divisé par 2. Donc, lorsqu'on fait ceci, on va trouver 2,303 divisé par T1,5 multiplié par log de 2. Alors, ça va nous donner log de 2, c'est 0,300, donc 301. Donc, multiplié par 2,301, ça nous donne 0,693 divisé par T1,5. Donc, ça, il faut l'avoir dans votre mémoire. Il faut le mémoriser. Lorsqu'on vous demande de calculer la constante d'élimination, donc c'est 0,693 divisé par T1,5. Vous n'avez pas besoin de faire tout ce calcul-là. Donc, seulement cette formule-là. Mais pour vous, c'est bien de comprendre comment on fait le calcul. Donc, ça, c'est le premier point. Alors, la cinétique linéaire, comme je vous ai dit, c'est une cinétique qui est donc en coordonnées cartésiennes. Nous avons les concentrations en fonction du temps.
Mais je vous avais envoyé le papier semi-logarithmique et c'est ça qui est important et qu'on va utiliser aujourd'hui pour l'exercice. Alors, nous avons vu que le log de C est égal au log de C0 moins 4T sur 2,303. Alors, la pente, c'est K sur 200,303 et vous avez T1,5. Alors, c'est quoi T1,5? On va faire l'exercice après. Alors, vous avez par exemple, comme je vous avais expliqué avant, une concentration au temps T. Hein? Donc, il faut extrapoler de l'ordonnée à l'abscisse, ça va vous donner le temps. Donc, vous allez marquer un temps, par exemple, ici, vous avez 2 heures, par exemple. Alors, on va prendre CT, par exemple, qui est égal à 10. Alors, quel est CT sur 2? Il est égal à combien? Il est égal à combien CT sur 2? Si on prend CT est égal à 10. C'est égal à 5. Très bien. Donc, vous voyez, donc on va prendre 5 et on va extrapoler jusqu'au temps abscisse. Et là, on va trouver par exemple 4 heures. Donc, si on a 2 heures et 4 heures, à votre avis, comment il est égal à demi-vie? T1,5. Donc, si vous avez, pour la première, c'est 2 heures, et pour le deuxième, c'est 4 heures, alors vous faites la différence. Alors, 4 moins 2, ça vous fait combien la demi-vie? 2. Très bien. Tu peux me donner ton nom? C'est Asma Al-Hamr. Très bien, Asma, très bien. Alors, on continue. Alors maintenant, ce qui est important pour vous, lorsqu'on a une cinétique qui est linéaire, c'est-à-dire une cinétique d'ordre 1, la demi-vie, elle est constante en fonction du temps. On va voir ça, et elle est indépendante de la concentration. C'est-à-dire pour une cinétique linéaire, quelle que soit la concentration du principe actif, la demi-vie va être la même, hein, toujours. Hein. Et la clairance, il va être la même, il est indépendante de la concentration et il est indépendante de la dose administrée. Le volume de distribution aussi va être le même. Donc, s'il vous plaît, ça, c'est très important à noter. Je peux vous donner à l'examen quelles sont les caractéristiques de la cinétique linéaire. Donc, les caractéristiques de la cinétique linéaire, c'est que ça veut dire que la demi-vie, il est constante et indépendante de la concentration du principe actif. La clairance, il est indépendante et aussi le volume de distribution, il est indépendant. Donc ça, c'est très important à marquer et vraiment à souligner. Alors, un deuxième point important, donc là, vous voyez, vous avez la UC, 0 infini, que nous avons marqué la biodisponibilité, et vous avez en fonction de la dose. Donc la clairance, une autre formule que vous devez marquer, et c'est très important, et on a vu ça dans la biodisponibilité, la clairance est égale à la dose sur la UC 0 infini. Donc, ça veut dire, si on vous demande de calculer la clairance, si vous n'avez pas la UC 0 infini, vous ne pouvez pas calculer. Donc, la UC 0 infini, c'est la dose divisée par la clairance. Et s'il vous plaît, ça aussi, il faut le marquer en rouge. Alors, nous avons la UC, c'est-à-dire la biodisponibilité, il augmente en proportion de la dose du principe actif, ce qui est le résultat d'une clairance indépendante de la dose. C'est-à-dire, si on a la UC qui augmente en fonction de la dose, donc si la UC augmente avec la dose, donc la clairance, il est indépendante de la dose. Très important. Donc, vous marquez, s'il vous plaît, pour la cinétique linéaire, la clairance est égale à la dose sur AUC 0 infini. Donc, je vous donne tout ceci parce qu'on va faire l'exercice après. Et je vais vous donner cet exercice, je vais vous l'expliquer comme ça. Et vous avez cet exercice dans le TD. Donc, comme ça, vous allez faire les autres exercices. Et vous allez les préparer soit entre vous, soit par binôme, soit par trinôme. Vous faites un PowerPoint et on peut donc faire un TD, si vous voulez, en présentiel ou bien en ligne, comme vous voulez par la suite, après l'aide de Inch'Allah. Donc, après, ça, c'est l'exercice. Et vous avez cet exercice dans le TD. Alors, on va faire cet exercice aujourd'hui et vous allez bien comprendre ceci pour faire donc les autres exercices par la suite. Alors, ce tableau-là montre les concentrations plasmatiques d'un principe actif administré en intraveineux en bolus, c'est-à-dire directement en intraveineux, on administre cette molécule avec une dose de 37,5 mg. Donc, vous marquez la dose administrée, il est de 37,5 mg. On va administrer cette dose de médicament à un patient. Donc, ça, c'est la quantité qu'on avait administrée au début. Alors, le deuxième point qu'on vous donne, la fraction de la dose retrouvée dans les urines sous forme inchangée est égale à 0,85. C'est la FE. Alors, pourquoi on vous donne la FE? Pour vous aider à calculer les clairances. Donc, on vous demande, à partir de ces données, calculer la demi-vie de principe actif, calculer la clairance totale, rénale et non rénale, et le volume de distribution. Donc, si vous arrivez à faire cet exercice et à bien l'élucider et le comprendre, après, vous allez faire tous les exercices. Hein.
Donc, et moi, le TD, donc moi, je le compte pour vous aider par la suite. Donc, si quelqu'un fait ça et va me l'envoyer soit sous forme PowerPoint ou bien par groupe de 10 ou par groupe de 5 ou par groupe de 4, je vais tenir compte de ceci pour l'examen. Parce que c'est un travail qui est fait et je vais après vous faire une simulation pour le TP. On ne peut pas faire le TP, mais je vais vous faire une simulation. C'est quand vous avez fait le TP, je vais vous poser des petites questions comme ça pour vous aider avec l'écrit et avec votre examen. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Voilà. Donc, on va prendre le temps en fonction, les concentrations en fonction du temps. Vous voyez, le temps, on va reporter le temps et les concentrations. Alors, vous voyez, lorsqu'on fait ça dans le papier millimétré simple, on a ces équations-là. Hein. Donc, en semi-logarithmique, on a ceci. Hein. Je vais vous montrer le semi-logarithmique que je vous ai envoyé déjà. Donc, qu'est-ce que vous remarquez? Dans le graphique semi-logarithmique, on voit qu'il y a une courbe qui est linéaire. Donc, ça va nous aider à calculer la demi-vie et à calculer la constante d'élimination. Donc là, vous avez 0, 0, 1, 0, 1, 1 et 10. Je vais vous montrer, c'est-à-dire le papier semi-logarithmique par la suite. Alors, ça, c'est un bonus que nous avons donné et on va calculer la constante d'élimination. Donc, on a une décroissance des concentrations en fonction du temps qui peuvent être décrites par cette cinétique qui est mono-exponentielle et on a un équilibre entre les concentrations, c'est-à-dire que la concentration plasmatique, comme je vous avais montré au début, est égale à 16 l'exponentielle de moins kT. Alors voilà ça, c'est ça que vous allez faire. Donc moi, je vous ai donné le papier semi-logarithmique, s'il vous plaît. Donc vous allez prendre ce papier logarithmique le même et vous allez mettre c'est-à-dire ces chiffres-là. Alors, par exemple, pour ce papier, on va mettre 001. Alors, vous suivez avec moi. 001, vous avez 01, c'est-à-dire quoi? 001, 002, 01, 003, 04, 05, 06, 07, 008, 009, 01. Après, c'est 02. Donc, 01, vous avez 02, et après, vous avez 04, vous avez 05, 06, 07, 08, 09, 1. Alors, vous avez compris? Donc, le papier semi-logarithmique, il part de 001 jusqu'à 1. Et nous, donc, nous avons, alors vous avez 1, mais après, vous avez 2. Vous voyez? Donc, 1, vous continuez ces 2, et après, c'est 3. C'est 3. Donc, vous voyez, on part de 001 jusqu'à 3. Donc, là où il y a la concentration, donc 1, après, c'est 2, et après, c'est 3. Donc, moi, je peux vous donner à l'examen un papier semi-logarithmique comme ça. Je vous donne donc les points, et je vous demande à vous, donc, avec la courbe, je vous demande de calculer la demi-vie et de calculer la constante d'élimination. Donc, vous suivez avec moi, s'il vous plaît. Donc, vous avez ceci et c'est ce que vous allez faire pour les exercices, les autres. Alors, maintenant, on a la courbe, on a pris donc les concentrations en fonction du temps et on a fait la courbe linéaire. Donc, vous voyez, tous les points passent par cette courbe. Alors, qu'est-ce que vous remarquez? Quelle est la concentration C0? À quoi est égal C0? Donc, vous avez ici 1, 2, 2,2, 4, 6 et 7. C'est égal à 0,4. Non, la concentration, c'est 0, c'est-à-dire au temps 0. Ah, c'est 2,7. 2,7 microgrammes par Très bien, millilitre. mais s'il vous plaît, donc il faut voir, donc il faut me suivre. Donc vous avez 1 et vous avez 2. Alors 2,1, 2,2, 3, 4, 5, 6, 7. Vous voyez? Donc il faut mettre. Donc par exemple, si quelqu'un met 2,8, je ne vais pas lui donner 0 hein, quand même. Hein. Donc c'est-à-dire que donc il a fait approximativement. Hein. Mais si quelqu'un fait 2,7, donc c'est bon. D'accord? Vous avez compris? Donc, c'est-à-dire c'est au temps 0. Donc, le temps 0, c'est le temps 0 là, parce que nous avons 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, jusqu'à 10 heures. Donc, le temps 0, c'est 0 ici. Alors, on va suivre jusqu'à avoir cette concentration et on va la marquer. Alors, c'est C0. Alors, vous voyez, alors à quoi ça va nous servir cette C0? On va voir par la suite. Alors, après, il faut calculer la demi-vie du médicament. Alors, comment on va faire? Par exemple, moi, j'ai pris 0,4 et 0,2. Vous pouvez prendre, par exemple, 1 et vous pouvez prendre 0,5, d'accord? Alors, si on prend 0,4, alors on va extrapoler aux abscisses. Alors, on va trouver 4, 4,2, 4,4, 4,6, d'accord? Donc, on va marquer 4,6. Alors, 0,4, quelle est la moitié de 0,4? Quelle est la moitié de 0,4? 0,2. Très bien. Alors, on va extrapoler 0,2, vous avez compris, et on va descendre jusqu'à l'abscisse. On trouve 6,3. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? C'est la différence. Alors, la demi-vie est égale à quoi? 6,3 moins 4,6. Alors, ça vous fait combien? 6,3 moins 4,6, ça vous fait
Ça vous fait 1,7 heures. 1,7. Donc, moi, je ne vais pas vous donner des choses difficiles comme ça. Donc, je vais vous donner de telle façon que vous allez calculer rapidement. Alors, qu'est-ce que vous avez calculé à partir de la courbe? Qu'est-ce que vous avez calculé à partir de la courbe? Qu'est-ce que vous avez calculé? C'est la T2. La demi-vie. Très bien. Alors, maintenant, on peut calculer la constante d'élimination. C'est quoi la constante d'élimination? C'est 0,693 divisé par T1,5. D'accord? Vous avez compris? Donc, T1,5, c'est quoi? C'est 1,7 heures. Alors, vous faites le calcul chez vous, avec la calculatrice ou bien avec votre portable. Alors, 0,693 divisé par 1,7 heures, ça vous fait combien? 0,41 heure moins 1. S'il vous plaît, vous marquez, c'est pas heure. Donc, la constante d'élimination, c'est heure moins 1. C'est 1 sur H. Hein? C'est 1 sur heure, c'est heure moins 1. Alors que la demi-vie, c'est en heure. Donc, il ne faut pas se tromper. Donc, pour moi, s'il vous plaît, ce qui est important dans l'exercice, c'est que vous donnez les concentrations avec les unités qui sont valables. Microgrammes par ml. Si vous avez milligrammes par litre, donc il faut faire attention aux unités. D'accord? Et on voit donc, on a calculé la demi-vie, 1,7 heures, et on a calculé la constante d'élimination. D'accord? Est-ce que vous avez compris? Oui, madame. Très bien. Oui. Oui? Donc, vous prenez ceci, T1,5, donc parce que vous avez cet exercice dans les TD. Hein, donc, vous allez refaire la même chose et ça va vous aider à faire les autres exercices qui ne sont pas difficiles aussi. C'est la même conception. Hein. Comme ça, pour votre examen, vous aurez des petites questions et vous aurez des petits exercices comme ça, simples, pour la pharmacocinétique. Hein. Alors, maintenant, on va passer à ce que nous avons fait dans le début. Vous avez vu? On a fait le premier exercice lorsqu'on a vu le comprimé et la solution. On a calculé la biodisponibilité relative, d'accord? Donc, on va faire la même chose. Alors là, qu'est-ce qu'on prend? Le tableau. On prend les temps et on va prendre donc les concentrations. C'est-à-dire, alors nous avons vu que dans le tableau, nous, on n'avait pas le C0, d'accord? On n'avait pas ça. Donc, C0, il est déterminé graphiquement par extrapolation. Donc, s'il vous plaît, vous marquez ceci. Hein. Donc, pour les autres exercices, vous allez faire la même chose. Donc, vous pouvez faire ce tableau si vous voulez maintenant, hein, comme ça, en suivant avec moi pour bien comprendre. Alors, on a calculé C0 qui est égal à 2,7 microgrammes par ml. Alors, maintenant, on va calculer quoi? L'AUC qui est égal. Donc, on va calculer les deltas des temps. Donc, delta des temps, c'est 0,8 moins 0, c'est 0,8. 2 moins 0,8, c'est donc, c'est 1, 2. 4 moins 2, c'est 2. 5 moins 4, c'est 1. 7 moins 5, c'est 2. 10 moins 7, c'est 3. Donc, c'est la différence des temps. Alors, on va calculer la somme des concentrations divisée par 2. Ça, c'est la méthode des trapèzes. Donc, il faut faire attention. Ça, l'AUC, on la calcule par la méthode des trapèzes. L'air sur la courbe qu'on appelle AUC. Alors, on fait la somme. Alors, vous avez 1,8 plus 2,7 divisé par 2, ça vous fait 2,25. 1,8 plus 1,2, ça vous fait 3 divisé par 2, c'est 1,5. Donc, on fait la même chose jusqu'à la fin. Après, on fait donc la multiplication et on calcule l'AUC de 0 jusqu'à T. D'accord? Alors, on trouve AUC de 0 jusqu'à T, c'est 6,537 microgrammes heure par millilitre. Donc, il faut faire très attention à l'unité de l'air sous la courbe. Alors, à votre avis, pourquoi on calcule l'air sous la courbe? Pourquoi? Pour calculer la clairance. Très bien. C'est qui avec moi? C'est qui? Wafa. Très bien, Wafa. Donc, pour calculer la clairance. Alors, maintenant, nous avons T infini. Donc, alors, l'AUC T infini, je vous avais dit que c'est la dernière concentration. C'est-à-dire, c'est quoi la dernière concentration? 0,041. Mais là, c'est à vous de calculer le KE. Alors, nous avons déjà calculé le KE. D'accord? C'est ça que nous avons calculé, c'est 0,41. Donc, on va rapporter le KE. Donc, 0,041 divisé par 0,41, ça nous fait AUC T infini est égal à 0,1 microgramme heure par millilitre. Alors, c'est quoi la UC0 infini? C'est la UC0T plus la UC-T infini. Donc, on a calculé la UC0 infini qui est égale à combien? À 6,637 microgrammes heure par ml. Donc, s'il vous plaît, ça, vous le soulignez en rouge. Donc, ça, c'est la UC0 infini que nous avons calculé. Donc, en calculant la constante d'élimination pour la UC0T et en calculant la méthode de trapèze pour l'AUC0T. D'accord? Donc, on a calculé AUC0 infini. Est-ce que vous avez compris maintenant, jusqu'à maintenant? Si, madame.
Très bien. Alors maintenant, on va passer à quoi? On va passer à la clairance. Alors ça, s'il vous plaît, vous pouvez le marquer chez vous, hein. Donc ces calculs-là, parce que vous allez faire la même chose. Donc moi, je vais vous donner une simulation pour bien comprendre comment on fait le calcul et comment on fait l'interprétation. Et après, pour les autres exercices, ça va être facile. Donc vous avez l'exercice que nous avons fait sur l'AUC avec la solution et le comprimé. Et vous avez cet exercice-là, donc il faut bien le rédiger, bien le mettre, s'il vous plaît. Vous pouvez le taper, vous pouvez le mettre sous forme de Word et vous continuez les autres exercices que vous pouvez faire, hein. Et après, donc, on fera une analyse de tous les résultats. Alors, la clairance, comment on calcule la clairance? La clairance, donc, comme a dit votre camarade doit faire, donc c'est la dose sur AUC 0 infini. Alors là, nous avons la dose. Quelle est la dose? C'est la dose, la première dose, c'était combien? Combien c'était la première dose? 37,5 quoi? Milligrammes. Très bien. Donc, il faut la convertir en microgrammes. Donc, il faut multiplier par 1000. Donc, ça vous donne 37 500 microgrammes. AUC 0 infini, ça vous fait 6,637 microgrammes heure par ml. Donc, il faut faire très attention. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va éliminer les microgrammes. Et qu'est-ce qui va nous rester? 1 sur millimètre heure. Alors, ça va nous faire millilitres par heure. Donc, la clairance, on va calculer 37 500 divisé par 6,637. Ça va vous donner 5650,1 millilitres par heure. Donc, on peut la donner en minutes. Alors, c'est 60. On va diviser 5650 par 60. Ça vous donne une clairance de 94,16 millilitres par minute. Alors, ça, c'est la clairance totale qu'on appelle la clairance systémique, la clairance corporelle. Donc là, si on vous demande de calculer la clairance en millilitres par minute, vous la mettez en millilitres par minute. Si on vous demande en litres par heure, vous la donnez en litres par heure. Donc, il faut bien respecter les unités. D'accord? Donc ça, donc il faut marquer bien clairance dose sur AUC. Donc, elle dit, il faut bien l'analyser et bien la mémoriser. Alors, on vous a demandé de calculer la clairance rénale. Alors, nous avons vu que la clairance rénale est égale à la clairance totale multipliée par FE. FE, c'est quoi? C'est la fraction inchangée dans les urines. Et on vous a donné ça dans l'exercice. La fraction inchangée dans les urines, c'est 0,85. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez la clairance totale multipliée par 0,85. Alors, vous avez trouvé la clairance rénale est égale à combien? À 80 millilitres par minute. Alors, la clairance non rénale, c'est la clairance totale moins la clairance rénale. Donc, la clairance non rénale, ça vous fait 14 millilitres par minute. Alors, qu'est-ce que vous pouvez conclure à partir de ce résultat-là? Qu'est-ce que vous pouvez conclure? Alors, vous avez la clairance totale 94, clairance rénale 80, clairance non rénale, c'est 14. Alors, comment le médicament est éliminé? Excrétion rénale. Très bien. Donc, l'élimination rénale à 80, donc c'est-à-dire dans 90%. Et l'autre élimination, c'est une élimination qui est hépatique, hein, non rénale. Donc, ça peut être une élimination hépatique, une élimination pulmonaire, biliaire. Donc, après, on verra. Mais ce qui est important, c'est que l'essentiel, donc vous pouvez faire le pourcentage. Par exemple, vous mettez 94,16 correspond à 100%. Alors, 80 correspond à combien? Alors, si on met que 94,16, ça donne 100%. Alors, 1, ça donne 100 divisé par 94,16. Alors, si vous avez 80, il faut multiplier. Donc, vous multipliez 80 multiplié par 100 divisé par 94,16. Ça vous donne combien? Ça vous donne donc 8000 divisé par 94,16. Donc, si vous faites le calcul, donc si vous avez la calculatrice, vous faites le calcul pour donner le pourcentage. Donc, on va faire le calcul. Donc, on prend 8000 divisé par 94,16. Alors, ça vous donne combien? 84,96. Donc 85. On va faire 85. Vous voyez? Donc, l'élimination par voie rénale, il est de 85%.
Donc, c'est la plus importante. D'accord? Alors, vous avez calculé la demi-vie, la constante d'élimination, l'AUC, donc c'est la clairance, et après, on va calculer le volume de distribution. Donc, dans le volume de distribution, vous avez deux possibilités. Donc, si vous avez le C0, donc pour ceux, par exemple, qui ont calculé le C0, ça va être facile. Donc, c'est la dose sur C0. Donc, la dose, c'est 37 500. C0, c'est 2,70 microgrammes par ml. Donc, lorsqu'on fait le calcul, on trouve 13,9 litres par cette technique. On peut aussi le calculer par ce qu'on appelle la technique de volume est égal dose sur AUC multiplié par la constante d'élimination. Et là, on va trouver 13,78 litres. Donc, c'est à peu près le même résultat. Donc, s'il vous plaît, je vous laisse prendre ce résultat-là de volume de distribution par les deux techniques. Donc, pour vous, il faut prendre tout ceci à partir de T1,5 jusqu'à la constante d'élimination, l'AUC, la clairance et après le volume de distribution. D'accord? Donc, il faut calculer tous ces paramètres-là. Et ça, c'est très important pour vous, pour bien comprendre. Alors, lorsqu'on fait ceci, donc, pour voir, lorsque vous avez une cinétique linéaire, c'est une cinétique qui est monocompartimentale. Ça veut dire que la demi-vie, le volume de distribution et la clairance sont indépendants de la dose. Donc, ça, c'est le point le plus important. Est-ce que vous avez pris ceci ou non? D'accord, vous avez pris? Oui, madame. D'accord. Donc maintenant, je vais vous faire Oui. la même chose, mais vu autrement pour bien comprendre. Donc je peux faire comme ça. Alors ça, c'est aussi intéressant. Et c'est à peu près la même chose. Hein. Comme ça, pour vous donner une conception, comment vous pouvez préparer les travaux dirigés. Hein. Les travaux dirigés de pharmacocinétique. Donc, vous mettez votre nom. Donc, si vous avez un groupe de 10, donc il faut travailler ou bien répartir les TD entre vous. Alors, je répète la même chose. Alors, lorsqu'on parle de la cinétique linéaire, donc dans tous les TD que je vous ai donnés, c'est une cinétique linéaire. Donc, il faut définir la cinétique linéaire. Donc, si on vous demande quelles sont les caractéristiques de la cinétique linéaire, c'est une cinétique qui est d'ordre 1, c'est-à-dire les paramètres pharmacocinétiques, comme je vous avais dit par avant, la demi-vie d'élimination, la clairance et le volume de distribution sont constants dans le temps et indépendants de la concentration, c'est-à-dire de la dose du principe actif. Donc, si vous voulez ça, il faut bien connaître, il faut bien noter. C'est très important, les caractéristiques de la cinétique linéaire. Donc ça, ce sont des équations mathématiques, mais c'est très important pour nous parce que lorsqu'on donne, par exemple, un médicament à un patient, il faut donc connaître comment le patient va éliminer le médicament, comment le médicament va être absorbé, comment il va être donc distribué. Donc c'est très important. La pharmacocinétique, c'est important, c'est-à-dire plus qu'autre chose, parce que si on ne sait pas faire le calcul, si on ne sait pas faire l'extrapolation, si on ne peut pas utiliser le papier semi-logarithmique, on ne peut pas faire les exercices et ce n'est pas donc intéressant pour vous. Donc la cinétique linéaire, c'est une cinétique dans laquelle les paramètres pharmacocinétiques, c'est-à-dire la demi-vie d'élimination, la clairance et le volume de distribution, sont constants, donc ils sont indépendants de la concentration. Ça, c'est le premier point. Et c'est ce que je vous ai donné déjà avant. Et je vous donne ceci pour bien comprendre, pour bien être imprégné. Alors, on a vu que la clairance est égale à la dose sur AUC. Donc, on peut calculer l'AUC. Alors, vous voyez, par exemple, au lieu de faire l'AUC avec tout le tableau que je vous ai donné, je peux vous donner la clairance et vous avez la dose et vous pouvez calculer l'AUC directement. Et c'est ce que je vais vous donner après, hein, parce que je ne vais pas vous dire à vous de nous faire la technique de trapèze et me faire tous les calculs, parce que si vous avez un examen d'une heure ou bien d'une heure et demie, vous n'allez pas perdre votre temps à faire les calculs. Alors, vous voyez, donc on peut calculer l'AUC à partir de la dose et de la clairance. Alors là, comme je vous avais montré avant, vous avez la dose en fonction de l'AUC et vous avez une équation qui est linéaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'AUC, il augmente directement en fonction de la dose. Donc, ce qui est le résultat d'une clairance indépendante de la dose. C'est-à-dire quoi? Donc, lorsque AUC augmente, lorsqu'on prend cette formule, AUC augmente, la dose augmente, ça veut dire que la clairance, il est indépendante de la dose et de l'AUC. Donc, ça, c'est aussi le deuxième point important. Donc, ce n'est pas que la demi-vie, ce n'est pas que le volume de distribution, et ce n'est pas que la clairance, mais aussi l'AUC augmente en fonction du temps. Donc, je peux vous donner un QCM, et je peux dire, par exemple, la clairance est dépendante
c'est-à-dire de la dose dans la cinétique linéaire. Je peux dire que la clairance est indépendante. Je peux dire que l'AUC est dépendante de la dose. Donc, il faut faire attention c'est-à-dire à l'écriture. Donc, il faut faire attention pour choisir la question la réponse qui est juste. Alors, ça, c'est ce que nous avons vu. C'est l'exercice que je vous ai donné, vous voyez. Donc, autrement vu, voilà, donc ça, c'est la même chose que je vous avais montré en fonction du temps et avec la mono exponentielle. Et je vous ai donc bien montré ceci. Donc, par exemple, moi, j'ai fait 0,4, 0,2. Alors, si je vous demande de faire 1 et 0,5, alors est-ce que vous pouvez me le calculer? Alors, si on prend 1 et on va faire l'extrapolation de 1, combien on va trouver, à votre avis? Donc, vous le faites plus ou moins. Alors, si je vous donne 1, alors vous devez calculer 0,5. Alors, si vous avez 1, ça vous donne combien? 0,5. Alors, si vous prenez 1, si vous extrapolez, ça vous donne combien? Non, 1. Donc, 1, vous prenez une règle et vous descendez sur le temps. 2,4. 2, 3, donc ça vous fait à peu près, si vous prenez 1, 2,8, hein, non? Donc, on peut mettre 2,8, d'accord? Parce qu'on n'a pas le papier, donc vraiment, donc parce que vous avez ici 2 et vous avez 3, hein? Ça, c'est 3. Donc, lorsqu'on descend 1, donc là, sur la règle. Donc, ça vous fait 2, je pense 2,8, hein? D'accord? Alors, si vous prenez 0,5, donc vous avez 0,4, 0,5. Alors, si vous prenez 0,5, ça vous fait combien? 0,5, ça vous fait combien? Ça fait 4, 4 piles? à peu près. Plus ou moins. Donc, si on fait 0,5, on descend, on descend. Donc, alors, ça vous fait combien la demi-vie, si vous prenez ça? C'est 1,2. C'est 1,2. Ouais. Mais là, parce que nous, on n'a pas beaucoup de précision. Par exemple, là, si on prend 0,5, je n'ai pas la règle. Alors, si on prend 0,5, on a 3. Ça nous fait quand même que j'ai 4,2. Donc, ça fait 8 moins 12, ça vous fait 4. Donc, ça vous fait c'est 4,8, hein, 4,6. Hein. Donc, 8 de 16, ça vous fait 8. Hein. Donc, 1,8, plus ou moins. Donc là, il faut faire le calcul correct, vous voyez? Parce que si vous avez le papier semi-logarithmique avec vous, vous prenez la règle, d'accord? Parce que vous ne pouvez pas faire comme ça. Hein. Vous prenez la règle et vous faites le trait et vous descendez. Donc, c'est pour vous comprendre. Alors, par exemple, qu'est-ce qu'on peut faire? Hein? Alors, vous avez, la C0, elle est égale à 2,7, d'accord? Alors, si on prend la moitié de 2,7, donc on peut avoir directement. Donc, 1, alors 2,7 divisé par 2, ça vous fait 1,35. Hein? Alors, si on prend 1,35, on va avoir directement 1,7. Vous avez compris? Donc, 1,37. Donc, 1, 1,2, 3, 4, 5, donc 1,35. Lorsqu'on descend, on descend directement, ça vous fait 1,7. Vous avez compris? On prend la moitié de ces euros. Et on a directement la T1,5. Donc, vous avez compris? Donc, comment on calcule la T1,5 et la constante d'élimination. Donc, ça, c'est très important, s'il vous plaît, de bien comprendre. Alors, nous, dans cette analyse-là, comme je vous ai dit, alors, il faut calculer la constante d'élimination, qui est 0,693 divisé par T1,5. Donc, s'il vous plaît, ça, il faut le marquer pour bien le cibler, parce qu'on peut vous demander de nous donner les calculs qu'on peut faire. Alors là, UC0 infini, c'est C0 sur KE. On peut aussi la calculer de cette façon. Et la clairance, c'est la dose fois KE divisé par C0. Et le volume de distribution, c'est la dose sur C0. Vous voyez? Donc là, c'est une autre technique de calculer ceci à part l'AUC. Donc, pour ne pas utiliser l'AUC, donc on peut utiliser C0. Donc, si quelqu'un se trompe dans l'extrapolation avec C0, donc tout va être 0. D'accord? Donc, c'est très grave. Donc, par exemple, là, si vous mettez C0 est égal à 1,7, hein, donc tout va être faux. Donc, il faut faire attention. Mais moi, je ne vais pas vous embêter avec ça. Par exemple, je vais vous donner des valeurs précises. Par exemple, 1, 2, vous allez trouver 2 ou bien vous allez trouver 3. Comme ça, lorsque vous faites l'extrapolation, ça va être facile pour vous. Alors là, c'est ce que nous avons calculé avant, vous voyez, avec l'AUC, mais là, on va le calculer avec le C0, d'accord? Donc, c'est une autre technique. Alors, on prend le T1,5 qui est égal à 1,7, on a trouvé la constante d'élimination, on va calculer le volume de distribution avec le C0, donc ça nous donne 13,8,
Et on va calculer la clairance. Donc, la clairance, c'est la dose fois KE divisé par C0. Et on va trouver la même chose que par l'autre technique que nous avons utilisée, 94 millilitres par minute. Est-ce que vous avez compris? Oui, madame. Si vous voulez, vous allez prendre ces deux exercices, ces deux techniques. Donc, je vais maintenant vous envoyer ça dans le live et vous allez donc bien suivre les choses pour bien comprendre. Alors, vous voyez, si on décide de les résoudre selon l'approche compartimentale, comme je vous avais dit, on doit calculer la UC0T, on doit calculer donc le C0 et on doit calculer par le paramètre et l'échelle semi-logarithmique. Et là, vous allez trouver le KE qui est égal à 0,693 sur T1,5, la UCT infini qui est égal à C1 divisé par KE, la UC0 infini que nous avons calculé dans l'exercice, c'est la somme, la clairance, c'est la dose sur la UC, le volume de distribution, c'est la dose divisée par AUC multipliée par KE. Donc, vous voyez, donc là, c'est la deuxième technique que nous avons calculée et c'est la technique que je viens de vous montrer, voilà. Hein. Donc, ça, c'est ce que nous avons calculé avec le temps. Alors, nous avons calculé ceci et nous avons trouvé ça de façon très simple. Est-ce que vous avez compris maintenant? Oui, madame. Donc, parce qu'il y a une seule personne ou deux qui répondent, je ne sais pas, les autres, est-ce qu'ils dorment? Donc, je vous ai donné maintenant deux approches pour le calcul des exercices. Donc, vous allez refaire la même chose pour cet exercice qui est dans le TD et vous allez faire les autres exercices. Hein. Et donc, comme je vous ai dit, vous allez travailler par groupe ou bien par personne, comme vous voulez, et vous allez préparer ceci et me l'envoyer sur PowerPoint ou bien sur le Word, avec le papier semi-logarithmique et tout. Et ça va vous donner un bonus aussi pour l'exercice. Alors, je pense, est-ce qu'on arrête là ou bien on commence le cours de toxicologie, comme vous voulez. Hein. On commence. D'accord, d'accord. Donc, je vais fermer ça. Alors, la toxicologie, toxicocinétique, voilà. Est-ce que vous voyez maintenant? Oui, madame. Alors, donc, je veux changer un peu pour cette année parce que c'est intéressant, parce que je ne veux pas trop vous surcharger. Hein. Alors, je voudrais, aujourd'hui, c'est une introduction et après, on va choisir deux xénobiotiques qu'on va étudier pour ne pas trop alourdir le cours. Alors, c'est quoi la toxicocinétique? Alors, nous avons vu la pharmacocinétique, alors, dans les conditions physiologiques. Mais la toxicocinétique, c'est une pharmacocinétique en situation de surdosage. C'est-à-dire, on va prendre un médicament avec des doses très élevées, donc on va avoir une toxicologie, donc comment on va documenter ça. Donc c'est un surdosage, donc c'est très difficile à documenter, donc à calculer, parce que lorsqu'on fait la pharmacocinétique, nous avons les doses précises, mais lorsqu'on va faire la toxicocinétique, on n'a pas les doses précises, donc on doit faire d'autres interprétations, on doit calculer par la modélisation toxicocinétique. Donc, il y a plusieurs approches difficiles qu'on va donc expliquer par là. Alors, quel est l'intérêt de la toxicocinétique? Pourquoi on va donc faire appel à cette toxicocinétique? Ça va nous aider à utiliser les dosages qui sont utiles et inutiles. C'est-à-dire, par exemple, je vais vous donner un exemple. Alors, on a les agriculteurs qui font, par exemple, dans leur champ, ils vont donner des pesticides pour enlever les mauvaises herbes, pour donc augmenter la productivité au niveau des champs. Alors, on ne sait pas, lorsque ces agriculteurs ils vont donc utiliser ces pesticides, ça va avoir un problème pour eux au niveau de leur santé. Donc, ils peuvent être imprégnés. Mais nous, par exemple, comment on va voir qu'ils sont imprégnés par ces pesticides? Comment on va faire ça, à votre avis? Qu'est-ce qu'on doit faire? Donc, quelqu'un qui va utiliser les pesticides avec sa main et qui va donc les répartir au niveau des champs, comment on va savoir que c'est toxique pour eux? Comment on va savoir? C'est difficile, hein? C'est-à-dire, on va faire une cinétique, on doit faire les analyses du sang, les analyses d'urine, et ça, on doit comprendre l'heure de prélèvement. C'est-à-dire, est-ce que déjà, lorsqu'il a utilisé les pesticides, est-ce qu'on va faire avant, ou bien 1 heure après, ou bien 2 heures après? On doit calculer le volume de distribution. Donc, on doit faire la modélisation. Et la modélisation, c'est-à-dire on peut prendre les urines
de ces agriculteurs et on va calculer les métabolites des pesticides, c'est-à-dire les quantités qui sont métabolisées et qui sont éliminées dans les urines. Et avec la modélisation toxicologique, on peut avoir quelle est la quantité absorbée du pesticide. Et là, on peut voir la quantité absorbée, vous voyez, et avec cette quantité absorbée, donc on peut voir quelles sont les doses qui sont néfastes. Est-ce que ces pesticides sont néfastes pour la santé? Donc c'est très difficile pour faire ceci, mais l'intérêt, c'est de connaître l'heure de prélèvement, c'est aider à évaluer la quantité, comme je vous ai dit, absorbée à partir d'un dosage quantitatif, aider à la prédiction du danger. Donc, par exemple, là, on va voir est-ce qu'il y a des effets secondaires, donc on peut donc prédire le danger, aider l'élimination du toxique, et c'est difficile d'évaluer la demi-vie. On ne peut pas calculer la demi-vie. Donc, on peut avoir plusieurs demi-vies. Donc, c'est très difficile. Et après, l'interprétation des dosages va être difficile et on ne va pas donc avoir un effet. Donc, la toxicocinétique, ça va nous aider, comme je vous ai dit, avec la modélisation, à calculer la quantité ingérée à partir d'un dosage quantitatif. Alors là, lorsqu'on parle de la toxicologie, quand même, il faut toujours revenir à l'histoire. Hein. Parce que moi, donc, pour les gens qui font les mémoires de S6, donc, par exemple avec moi, donc toujours je demande, il faut raconter une histoire. Donc lorsqu'on parle de la toxicologie, il faut quand même revenir au manuscrit, c'est-à-dire à l'histoire de la toxicologie et quand est-ce que la toxicologie a été mise en évidence. Donc lorsqu'on parle du papyrus d'Hébert, donc on peut mettre ça dans le Google, donc c'est une description ancienne des bustes, c'est-à-dire c'est 1500 avant Jésus-Christ, et là ça nous a donné l'arsenic, le plomb, les métaux lourds, la conique, les agents cyanogènes qui ont été des poisons. Donc, dans ce papyrus d'Hébert, il y a plus de 700 remèdes et poisons qui sont décrits dans ce livre-là. Donc, c'est très intéressant de voir un peu. Dans l'Égypte antique, il y avait déjà le papyrus d'Hébert. Donc, vous marquez papyrus d'Hébert et vous pouvez après donc, voir c'est quoi le papyrus d'Hébert. Donc, on recherche un antidote, c'est-à-dire nous avons ce qu'on appelle la technique de Thériat, la technique de vomissement, la technique de composition variée. Alors, les Mithridates, je vais revenir à ça. Les Mithridates, c'était 132 donc avant Jésus-Christ. Alors là, c'est ce qu'on appelle les Thériaques d'Andromaque. C'est le médecin de Néron qui a fait 36 ingrédients. Et là, dans les ingrédients, il a mis l'opium. Ça va protéger contre les poisons, les morsures d'animaux et les premières expérimentations animales. Donc, quelqu'un qui a été donc empoisonné, donc on peut lui donner un thériat, c'est-à-dire c'est une formulation qui est donc avec des herbes, avec des préparations pour vomir, donc pour aider au vomissement, c'est-à-dire et à l'élimination du toxique. Donc on a l'antidote. Donc par exemple, lorsque nous avons vu le Palestinien qui a été donc empoisonné, hein, j'ai oublié son nom, donc qui a été empoisonné par les Israéliens avec un poison, donc il a failli mourir, mais donc le roi Hussein, il a fait demander qu'on donne l'antidote, parce que si on ne donne pas l'antidote, donc il va éliminer la relation et la collaboration avec Israël. Donc il y avait un médecin qui est allé à Dubaï et qui est allé à l'hôtel où il y avait donc, j'ai oublié le nom de ce monsieur-là, qui était donc un grand donc en Palestine, et donc il a donné l'antidote, on lui a injecté l'antidote et il était guéri. Donc c'est très important, c'est-à-dire lorsqu'on a un poison, donc il faut un antidote pour éliminer, pour neutraliser l'effet du poison. Donc je pense, Khalid Michal, je pense, si ma mémoire est bonne, c'est Khalid Michal. Alors, quels sont les antidotes? Donc, il y a plusieurs productions de thériaque. Donc, il y avait donc au Caire, en Italie, préparation donc des professeurs de médecine de l'université de Bologne. Donc, c'était lié à l'opium. Donc, ils utilisaient l'opium. Et donc, ça a été disparu avec la pharmacopée en Italie, en Turquie, au début du siècle. Donc, les antidotes, s'il vous plaît, vous marquez c'est quoi l'antidote et donc la définition de l'antidote. Alors, comment on peut donc éliminer ce toxique, comme je vous ai dit, soit absorption par la terre, donc ce qu'on appelle terre acidifiante. C'est une terre argileuse rouge qui provient de l'île de Lemnos. Aussi, on peut le combiner avec le fer, l'aluminium, le magnésium. On peut avoir une décontamination digestive par l'huile chaude, donc on peut prendre l'huile chaude ou bien chatouiller l'hypopharynx avec une plume. Donc, lorsqu'on chatouille l'hypopharynx, donc on peut avoir le vomissement et on peut éliminer le toxique. Donc, ça, c'était donc au niveau traditionnel, comment donc au niveau de l'histoire, comment donc les toxiques ont été éliminés.
Donc après, c'est la période de Renaissance, ce qu'on appelle le Mamimonides, traité des poisons et de leurs antidotes en 1198, les morsures de serpents, les chiens enragés, les piqûres de guêpes, c'est-à-dire d'abeilles, de scorpions. Donc il y avait des antidotes, il y avait des préparations qui étaient très bien donc faites. On peut faire la succion de la plaie pour éliminer le sang, effet hématologique ou neurologique. Donc on a des poisons qui sont minéraux et végétaux. On peut donc provoquer les vomissements par l'eau chaude, par le lait, par le miel, bien par le beurre. Donc ça, c'était la période de la Renaissance. Donc là, comment on utilisait, c'est-à-dire et comment on éliminait les poisons. Alors, la période de la Renaissance, et ça c'est très important, c'est ce qu'on appelle le Paracèse. Ça, s'il vous plaît, vous marquez. Paracèse, donc ce qu'on appelle le paradigme de Paracèse, c'est pas le poison qui tue, mais c'est la dose qui fait le poison. Alors, c'est ce qu'on appelle le paradigme de Paracèse. Alors, c'est la première approche scientifique de la toxicologie. Ça, c'est très important. L'importance de la caractérisation des toxiques, la relation entre la dose et l'effet de toxique. Donc, qu'est-ce qui n'est pas toxique? Tout est poison et rien n'est dénué de toxicité. Donc, seule la dose qu'une substance n'est pas un poison. Donc, ça veut dire, c'est pas la dose, c'est pas le poison qui tue, mais c'est la dose qui tue. Ce qu'on appelle le principe de Paracèse. Et ça, s'il vous plaît, vous le mettez en rouge. Qu'est-ce qui n'est pas toxique? Tout est poison et rien n'est dénudé de toxicité. Donc, tout est poison, seule la dose. Par exemple, lorsqu'on parle du plomb, lorsqu'on parle du chrome, le chrome, c'est un métal lourd qui est très toxique, mais on voit que le chrome, il est utilisé pour traiter le diabète. Mais le chrome, c'est à des doses qui sont très, très infinitésimales. Donc, par exemple, lorsqu'on parle du plomb, lorsqu'on parle du cadmium, donc il y a des méthodes qui sont avec des doses très infinitésimales. C'est un remède et c'est pas un poison. Donc, c'est la dose qui fait le poison. C'est pas le poison, c'est la dose qui fait le poison. Mais toute substance est poison. Et donc, par exemple, lorsqu'on prend les plantes médicinales, on va travailler sur l'animal. Avant de travailler sur l'homme, par exemple, maintenant, nous avons une plante japonaise qui est utilisée avec une patente, avec un brevet pour traiter le Covid. Et donc, cette plante a été utilisée. Donc, il y a aussi la toxicité aiguë et chronique de la plante. Donc, il faut déterminer ceci. Et ceci, je vais vous l'expliquer lorsqu'on fera les TP en ligne, c'est-à-dire je vais vous faire la simulation. Comment donc on peut faire donc pour les TP et on va calculer la DL50, c'est-à-dire c'est la dose qui va tuer 50% d'animaux. Donc, c'est très important, ce principe de Paracèse. Alors, il y a aussi Orfila, s'il vous plaît, vous marquez Orfila parce que là, c'est très important. Alors, l'époque d'Orfila, en 1787-1853, il sépare la toxicologie de la médecine et de la pharmacie. Il écrit le traité des poisons en 1814, pratique des autopsies, analyse chimique. Alors, c'est le début de la toxicologie analytique par l'arsenic. Alors là, vous voyez, l'arsenic, c'est un métal lourd qui est toxique et l'arsenic, on le trouve aussi dans l'eau, hein. Donc là, il y a beaucoup d'intoxication avec l'arsenic. Et là, c'était le début de la toxicologie analytique. Pourquoi? Parce que le dosage de l'arsenic a été fait à partir de la toxicologie analytique et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, il y a plusieurs empoisonneurs, c'est-à-dire il y a les empoisonneurs de la Renaissance, qu'on appelle Catherine de Médicis, qui utilisait des poisons, comme l'arsenic. Alors, la Grèce antique, il y a aussi la ciguë, qui est utilisée comme poison. Alors, je vous avais parlé de cette mithridisation, immunité à l'égard des poisons par l'ingestion régulière de doses croissantes, ce qu'on appelle un roi toxicologue. Donc, il donnait des petites doses infinitésimales jusqu'à des doses croissantes pour avoir une immunité à l'égard des poisons. Très intéressante. Alors, dans la Rome antique, donc, il y avait Néron, qui était aussi un empoisonneur. L'Égypte antique, Cléopâtre, donc aussi qui utilisait des poisons c'est-à-dire les esclaves, hein, donc pour les neutraliser. Alors, il y a en Italie une célèbre famille d'empoisonneurs, le pape Alexandre VI, Borgia, et donc Lucrèce Borgia. Alors, en France, c'était la reine, qui est Catherine de Médicis, donc qui a utilisé aussi beaucoup de poisons. Et là, je vais vous donner un exemple. Donc là, vous voyez la marquise de Brinvilliers aussi, qui a été impliquée dans l'affaire du poison. Et là, c'est l'affaire Lafargue. S'il vous plaît, ça vous marquez, l'affaire Lafargue. Très important ceci. Alors, Marie Capelle, alors, il y avait c'est-à-dire dans la justice, donc il y avait vraiment
c'est-à-dire le procès de cette épouse qui a fait empoisonner son époux Charles Lafargue avec un gâteau avec l'arsenic. Hein, voyez? Alors, la toxicologie de la personne d'Orfila devient l'auxiliaire de la justice. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ça veut dire, donc, lorsqu'il avait empoisonné son mari, alors là, donc, il a été emprisonné, mais le problème, c'est qu'il faut prouver qu'il a été coupable. Alors, pour prouver qu'il a été coupable, donc, comme je vous avais dit, il y avait le dosage de la toxicologie analytique. Alors, Orfila, il avait donc analysé l'arsenic dans le gâteau. Il a trouvé qu'il y avait de l'arsenic. Donc, il a été culpabilisé. Après, il a été gracié par Napoléon III. Alors, vous voyez, donc ça, c'est l'histoire. Hein. Donc, lorsque vous parlez affaire Lafargue, donc c'est le dosage, c'est la toxicologie analytique. La première fois, donc en 1840, que le dosage de l'arsenic a été fait par la toxicologie analytique. Donc, c'est très intéressant, cette affaire-là. Alors aussi, une mondaine empoisonne ses parents à l'arsenic. Donc, c'était donc, il a été condamné, il a été gracié en 1963. Alors là, vous voyez l'agent toxique ici, c'est l'ergotamine. C'est un alcaloïde qui dérive d'une plante neurotoxique, donc contaminant le céréales qu'on appelle donc le seigle. Il y avait donc une intoxication très élevée. Alors, épisode des sorcières de Salem. Et les dérivés, donc, c'était lysergique acide, donc le poison, la molécule active. Là, c'est pour vous donner un peu. Alors, Orfila, c'est ce que je vous ai dit, c'est le père de la toxicologie moderne. C'est lui qui a fait l'analyse de l'arsenic. Hein. Donc, par sa technique, donc c'est ce qu'on appelle la technique d'Orfila. Alors en France, c'est Claude Bernard, vous connaissez, le père de la médecine expérimentale, de Curare, qui agit au niveau de la jonction musculaire. Et là, donc, c'était le prix Nobel de physiologie et de médecine. Donc, c'était Claude Bernard. Alors, le tabagisme aussi, c'est vraiment, c'est-à-dire, c'est un poison, hein, parce qu'il contient un cocktail de xénobiotiques. Donc, il y a beaucoup c'est-à-dire du tabagisme avec donc les personnes âgées qui sont donc vraiment intoxiquées avec beaucoup de pathologies. Alors aussi, on a l'absinthe, la buveuse d'absinthe, Shiba, hein, l'absinthe, c'est un toxique, donc il faut faire attention. Il y a des gens qui peuvent avoir la maladie d'Alzheimer avec l'absinthe parce que lorsqu'on utilise l'absinthe, il faut la mettre dans de l'eau chaude pour bien nettoyer avant de mettre le thé. Donc, il ne faut pas prendre le thé à l'absinthe comme ça, sans mettre la plante dans de l'eau chaude pour enlever donc les toxiques. Alors, les armes chimiques, ça on connaît, la tragédie de Bhopal. Donc, alors, c'est quoi la toxicologie? La toxicologie, ça vient de toxicon, la flèche empoisonnée par un curare, et potion, c'est la potion, c'est le remède, mais aussi le poison. Alors, c'est quoi la toxicologie? C'est une science qui étudie les poisons. C'est une science qui étudie les effets délétères, c'est-à-dire les effets néfastes des substances chimiques sur les systèmes biologiques. Donc ça, c'est l'impact des polluants sur la santé. Et c'est ce qu'on appelle la santé environnementale. Alors, si on prend par exemple l'exemple des déchets, hein, maintenant, on voit par exemple, nous, les déchets qu'on jette. Donc, il y a les déchets, c'est-à-dire les déchets à domicile, donc les déchets qui sont habituels, mais il y a aussi des déchets qui peuvent avoir des poisons, qui contiennent des poisons. Et ça dépend donc comment les déchets sont éliminés et les gens qui vont les récolter pour récolter s'il y a des choses utiles à ce. Donc là, il faut faire vraiment le recyclage de ces déchets s'impose pour impacter la santé environnementale et pour éliminer l'effet des toxiques sur les systèmes biologiques. Et là, donc, Inch'Allah, la semaine prochaine, on commencera, donc on fera 2 ou 3 exemples bien élucidés pour calculer la toxicocinétique de ces poisons. Alors ça, s'il vous plaît, vous le marquez, je viens de vous le dire, l'aphorisme de Paracelse ou bien le paradigme de Paracelse. Paracelse de 1493 à 1541. Et vous mettez Paracelse dans le Google et ça va vous montrer. Alors, toutes les substances sont des poisons. C'est la dose qui distingue le poison du remède. C'est la dose qui fait le poison. Alors, par exemple, maintenant, on parle du cannabis. Hein. Alors, le cannabis, à votre avis, est-ce qu'on peut avoir des vertus thérapeutiques du cannabis? Bien sûr. Hein. Alors, c'est l'aphorisme de Paracelse. Donc, c'est la dose. Donc, il faut vraiment une dose thérapeutique donc, pour avoir des effets bénéfiques sur la santé. Mais si on prend des doses qui vont être des poisons, donc ça va altérer la qualité de vie et ça va avoir des effets néfastes et des effets graves sur la santé. Donc, toutes les substances sont des poisons. C'est la dose qui distingue le poison du remède, c'est la dose qui fait le poison. S'il vous plaît, ça, il faut bien le marquer et le souligner.
Et ça, je peux vous donner à l'examen, hein. Donc, le parafuc de paracète, et ça s'applique à toutes les substances. Et il faut bien expliquer pourquoi c'est la dose et c'est pas donc le poison, donc c'est la dose. Donc, il faut expliquer parce qu'il faut avoir une dose exponentielle. On commence par la petite dose jusqu'à la dose qui est importante pour voir quelle est la dose qui va tuer les 50% d'animaux. Et pour calculer la DF50, on va revenir à ça par la suite. Alors, quels sont les facteurs qui vont influencer la toxicité? Nous avons vu les facteurs qui influencent l'absorption des médicaments, et là, il y a les facteurs qui influencent la toxicité. Donc, on commence par la dose. Donc, la dose, c'est important. La voie d'administration. Donc, si on va donner par voie intraveineuse le poison, ça va, on va tuer sur le champ. Donc, on a la voie subcutanée, on a la voie qui est la voie orale. Alors, l'espèce, donc ça dépend de l'espèce. On a la souris, on a le rat, on a l'homme. Donc, le sexe aussi, c'est important. L'âge, parce que donc l'âge, si on a donc les personnes vulnérables, ce sont surtout les sujets âgés, les nourrissons, les enfants. Alors, l'état de santé, est-ce que donc la personne est en bonne santé? Est-ce qu'il y a une insuffisance rénale, une insuffisance hépatique? Ça augmente la toxicité, les facteurs génétiques, l'environnement, le stress, le moment d'exposition, donc la chronotoxicologie, parce qu'on a un rythme circadien, un rythme nictéméral, un rythme biologique. On peut avoir le pic de toxique qui peut être le soir, ça peut être la journée, le moment d'exposition, l'exposition avec d'autres substances. On va voir des exemples avec les xénobiotiques, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'effet synergique. C'est la synergie, c'est le cocktail de produits. Donc, il y a plusieurs facteurs qui vont influencer cette toxicité avec ces xénobiotiques. Alors, on commence par la dose. Donc, la dose, on a plusieurs doses. Et ça, on va le voir avec des exemples bien précis. Alors, si on prend une dose externe, une dose qu'on appelle intake, c'est-à-dire c'est la dose qui est ingérée. Donc, si on va prendre, par exemple, je ne sais pas, une pomme qui contient des pesticides, donc on va ingérer. Alors, si on va inhaler, par exemple, on va avoir une pollution atmosphérique dans un endroit où il y a beaucoup de fumée de cigarettes, ou bien il y a beaucoup de fumée qui émane de la forêt, un feu, donc la fumée, ou bien c'est-à-dire les incinérateurs de déchets. Donc, si on va inhaler ça, on va inhaler, donc ça va aller au niveau du poumon. Et on peut avoir aussi une application sur la peau. Donc, on peut, par exemple, comme je vous ai dit, le pesticide qu'on a utilisé, donc il peut être directement appliqué sur la peau. Donc, on peut calculer cette dose externe qu'on appelle intake, quantité de substance soit ingérée par voie orale, soit inhalée ou bien soit appliquée sur la peau. La dose interne, c'est la dose qui est absorbée. Donc, vous voyez, c'est la dose que nous avons calculée par la biodisponibilité. Hein. Donc, ce qu'on appelle la dose interne. On va donc aussi avoir des exemples. C'est uptake, dose interne, on l'appelle uptake. Alors, vous avez la dose cible, c'est la dose qui va être fixée sur les récepteurs. Hein. C'est ce qu'on appelle la pharmacodynamie. Donc, la dose cible, target or biologically effective dose, c'est-à-dire c'est la dose qui va aller sur la cible, sur le récepteur pour avoir des effets. Donc, il va utiliser soit 50% des sites, soit 20%, soit tout, ça dépend de la concentration de cette molécule. Donc là, vous voyez, vous avez la dose externe, la dose interne et la dose cible. Donc, on doit calculer, si on veut avoir les facteurs qui influencent la toxicité, on doit calculer la dose externe, interne et la dose cible, c'est-à-dire target dose qui agit sur le récepteur. Alors, nous avons la dose létale de quelques poisons. Alors, si on prend par exemple le poison que vous connaissez, alors si on prend par exemple l'alcool éthylique, c'est 10 000 mg par kilo. Alors, si on prend le pesticide qu'on appelle le DDT, c'est 100 mg par kilo. Si on prend la nicotine, alors vous voyez la nicotine qui se trouve dans le tabac. Donc, c'est quand même, donc c'est une dose qui est de 2 mg par kilo. Hein. Alors là, vous avez donc la toxine de butyrique, la toxine du tétanos. Donc, nous avons des doses approximatives qu'on calcule par la DL50. Alors, le concept de toxicité et le risque. Alors, nous avons la toxicité qu'on appelle la dangerosité, c'est-à-dire une substance qui est dangereuse, et le risque, c'est-à-dire quel est le risque, la probabilité que ces substances donnent un effet. Alors, qu'est-ce que vous avez dans la toxicité, la dangerosité? C'est la capacité intrinsèque d'une substance à produire des effets néfastes, des effets délétères et toxiques dans des conditions d'administration définies, soit en fonction du sexe, de la voie et donc ce qu'on appelle la DL50, c'est-à-dire c'est la dose qui va tuer, c'est la dose qui va tuer 50%
c'est-à-dire d'individus et d'animaux. On va faire ça, donc, ce qu'on fait dans le TP, et je vais vous expliquer ceci. Alors, le risque, c'est la probabilité que les effets toxiques surviennent dans un contexte particulier. Alors, par exemple, on a le lieu de résidence. Si les gens habitent dans un milieu pollué, où il y a des stations d'épuration, où il y a les stations dans lesquelles on va rejeter les déchets, tous les déchets. Donc, ils vont respirer, ils vont donc avoir des problèmes. Le lieu de résidence. Alors, les accidents, par exemple, si on a les incinérateurs, ou bien si on a, par exemple, des déchets, des pesticides périmés qu'on va brûler, donc ça va aller dans l'air et donc les gens vont les respirer. Donc, le risque va être important selon la probabilité des effets toxiques. Parce que, par exemple, pour les métaux lourds, la demi-vie, il est de 20 ans, de 15 ans. Donc, la demi-vie, il est très longue. Donc, on peut avoir les effets après 20 ans d'exposition, après 15 ans d'exposition. Donc, c'est vraiment très difficile. On va voir ça avec les métaux lourds. Alors, comment on va calculer le risque? Donc, le risque, il est égal à la toxicité fois le vecteur fois la cible. C'est-à-dire, c'est la toxicité du produit. Le vecteur et la cible, c'est ce qu'on appelle l'exposition. Donc, si on n'est pas beaucoup exposé, le risque va être diminué. Mais si on est exposé de façon très intense, donc on va avoir le risque qui va être très élevé. Donc, le risque, c'est la toxicité fois l'exposition. Alors, comment on calcule cette exposition? C'est la durée et l'intensité de contact avec une substance par voie cutanée, orale ou respiratoire. Donc, vous voyez, c'est très important de faire l'exposition parce que si on n'a pas l'exposition, on ne peut pas calculer le risque. Hein. Alors, vous voyez, par exemple, pour le benzène dans l'air, il est donc concentration ppm, c'est-à-dire c'est quoi ppm? C'est microgrammes par mètre cube. Alors, vous avez le mercure dans le poisson. Donc, le mercure dans le poisson, donc on peut avoir la contamination des poissons et ça peut aller dans plusieurs années. L'amiante dans l'air. Hein. Alors, la fumée de cigarette, alors vous voyez, la fumée de cigarette, ce sont des paquets par jour, hein, par année. Alors, et l'ozone, c'est des microgrammes par mètre cube par heure. Donc, l'intensité multipliée par la durée. Donc, c'est l'intensité d'exposition fois la durée de plusieurs années. Si on est exposé pendant une semaine, ce n'est pas la même chose que si on est exposé pendant 20 ans. Donc, l'expression, il est très importante. Alors, l'évaluation de l'exposition, ça peut être qualitative, c'est-à-dire activité industrielle, agricole, infrastructure de transport. Par exemple, dans l'agriculture, donc l'exposition aux pesticides, l'exposition aux antibiotiques, l'infrastructure de transport, donc les gens qui vont utiliser le transport pendant plusieurs années, hein, qui vont aller par les bus, qui vont aller par des moyens de transport donc qui peuvent avoir une pollution. La semi-quantitative, c'est le volume de production, densité du trafic, véhicules par heure. Par exemple, si on habite près d'une zone où il y a beaucoup de trafic routier, donc là, on va avoir la densité du trafic, le nombre de véhicules par heure, donc on va faire l'extrapolation. La quantitative, on va surveiller l'environnement, on va calculer les métaux lourds dans l'air, on va le calculer dans le sang, dans le sol, dans les aliments, dans l'eau. La surveillance biologique, on va calculer le dosage dans le sang, dans l'urine, dans l'air, donc on va avoir des biomarqueurs d'exposition. On va faire ça dans les chapitres. Donc, tout ça, c'est une introduction pour vous montrer donc l'impact de la toxicologie. Alors, la toxicocinétique et la toxicodynamie. Alors, la toxicocinétique, c'est comme pour la pharmacocinétique, c'est l'étude de cheminement des xénobiotiques. Alors, je vais vous donner c'est quoi un xénobiotique dans un organisme en fonction du temps. Donc, la toxicocinétique, c'est la même chose. Donc, c'est absorption, distribution, métabolisme, excrétion des xénobiotiques. Donc, toxicodynamie, c'est l'étude des processus impliqués dans la production des effets toxiques. C'est le lien entre les concentrations au niveau cible et l'apparition de perturbateurs biologiques comme les perturbateurs endocriniens. Je donnais un sujet à des étudiants de S6 pour les perturbateurs endocriniens. Alors, vous voyez ici, vous avez la toxicocinétique et la toxicodynamique. Alors, c'est quoi? Alors, vous voyez ici, la toxicocinétique, la dose d'exposition. On peut avoir des doses variables. La dose absorbée, qui va être distribuée dans le tissu et qui va aller dans la circulation systémique. Et vous avez donc une dose qui va aller dans le tissu cible, qui va se fixer sur les récepteurs et qui va avoir un effet sur la santé. Et là, on a ce qu'on appelle les biomarqueurs d'effet. S'il vous plaît, ça vous marquez, c'est très important la notion de biomarqueur. Je vais vous faire ça dans le cours parce que c'est vraiment très important. Donc, on va avoir une perturbation biologique. Donc, moi, je vous ai parlé des perturbateurs endocriniens. On va voir des exemples. Et c'est ce qu'on appelle la toxicodynamie. Alors que la toxicocinétique, ça veut dire la distribution, l'absorption, distribution, élimination
et métabolisme, excrétion. Donc, on va avoir le médicament, donc le toxique qui va être éliminé. Mais nous, on ne connaît pas la quantité absorbée dans la toxicocinétique. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Comme je vous ai dit, on peut faire un prélèvement d'urine et on peut faire une modélisation pour calculer la quantité absorbée et la quantité qui est ingérée. Alors, vous voyez, donc on peut avoir donc, les concentrations, on augmente la charge qui augmente. Donc, lorsqu'on augmente la charge, l'excrétion va augmenter. Mais lorsqu'on augmente la charge et l'excrétion, donc on peut avoir le métabolite qui va être éliminé et on peut calculer le métabolite. Alors, la toxicocinétique et toxicité. La toxicité d'une substance dépend de sa toxicocinétique, comme je vous ai dit, et il est lié intimement à la concentration à la cible. Il dépend de la fréquence et de la vitesse d'entrée et de la vitesse de sortie de la substance, comme je vous ai dit, d'où la notion de demi-vie, que je vous ai donné avant, qui est le temps requis pour que la concentration ou la quantité s'abaisse de moitié dans une matrice biologique, comme le sang, le tissu et l'urine. La demi-vie, donc, il est variable d'une substance à l'autre, et là, donc, on peut avoir des demi-vies qui sont de plusieurs années, comme pour les BCB et comme pour les pesticides et comme pour les métaux lourds. Alors, quelles sont les matrices qu'on va utiliser? Vous voyez? Donc, il y a plusieurs matrices qu'on va utiliser. Donc, si on veut voir la toxicité, on peut soit analyser dans le sang, donc c'est la première des choses, parce que lorsqu'on a une inhalation par l'air, ça va passer dans les poumons, ça va passer dans le sang, ça va passer dans le tractus gastro-intestinal. Donc, on peut, c'est-à-dire analyser dans le sang, on peut analyser dans le poumon. Alors, ça peut passer dans les phaneres, donc au niveau de la peau. Ça peut passer dans le sang, donc on peut analyser au niveau de la peau. On peut analyser au niveau de l'os, au niveau du tissu adipeux, au niveau du rein, donc au niveau de l'urine et au niveau du foie. Donc, vous voyez plusieurs matrices qu'on peut utiliser. On peut utiliser les angles, par exemple, lorsqu'on mesure les métaux lourds dans le sang, nous avons l'homéostasie. Donc, on peut avoir les métaux lourds dans le sang qui sont normaux. Mais il vaut mieux le faire dans le sang total, pas dans le plasma, ou bien le faire dans les cheveux, ou bien le faire dans les ongles, parce qu'il y a une fixation très importante du métal dans cette matrice-là, et on peut comparer pour voir l'imprégnation du sujet avec ces problèmes-là. Alors, l'évaluation des effets, on a des indicateurs que sont la mortalité, les symptômes, les tests fonctionnels, les tests morphologiques, mais moi, je vous ai parlé des biomarqueurs. Alors, s'il vous plaît, vous marquez les biomarqueurs parce qu'on va faire ça. Et nous avons fait ça dans un projet européen. Et on a fait ça dans la région de Fès-Boulmen avant que ce soit la région de Fès-Meknès. Et je vais vous donner cet exemple de biomarqueurs que nous avons utilisés pour étudier l'impact des pollutions sur la santé. Donc, c'est très important la notion de biomarqueurs. Alors, les types d'effets des toxiques, nous avons des réactions d'allergie, des réactions donc immédiates ou retardées. Donc, ça aussi, on va le voir comme exemple dans les autres chapitres. Nous avons les types d'effets toxiques, des réactions donc, qui peuvent être déterminées, c'est-à-dire déterministes, c'est-à-dire qui sont donc par la sévérité de l'effet, avec un seuil qui est très élevé, et on peut avoir des seuils qui ne sont pas bien déterminés. Alors, nous avons les intoxications aiguës, subchroniques et chroniques. Ça aussi, on va le voir dans les autres chapitres pour vous donner des exemples. Donc, on peut avoir une exposition courte ou bien une exposition qui est à long terme, et on peut avoir donc une intoxication chronique sur plusieurs années et qui peut être irréversible. Ça aussi, on va le voir pour vous donner des exemples. Donc, ça, c'est dans le cas général, mais je vais prendre ça pour chaque exemple. Alors là, c'est pour calculer donc la sévérité de l'effet. On peut avoir la concentration du toxique en fonction du temps. On peut faire des tests précliniques, cliniques. On peut arriver jusqu'au décès du patient et jusqu'à la sévérité de l'effet. Donc, c'est vraiment des effets qui sont cumulatifs. Accumulation de la substance. On peut avoir accumulation des effets. Donc, les effets, donc, période de latence, et après les effets, donc, ils peuvent être accumulés et après, on peut aller jusqu'au décès, jusqu'à la sévérité des effets. Et nous avons l'exposition à plusieurs substances, et c'est ça qui est important, s'il vous plaît, à marquer. On a des effets qui sont indépendants, additifs, antagonistes, potentialisateurs ou bien synergistiques, c'est-à-dire des effets qui sont multiplicateurs. Lorsqu'on dit additif, par exemple, on a 1 plus 2, ça fait 3, mais si on a 1 plus 2, ça peut nous donner 30. Donc, c'est un effet qui est multiplicateur. Je vais vous donner des exemples, on va arrêter là pour ne pas trop vous surcharger. Alors, par exemple, si on a un risque de cancer bronchique, donc un risque de cancer de bronche, quelqu'un qui fume, donc le tabac, c'est 6. L'amiante, par exemple, les maisons qui ont été produites avec l'amiante avant,
Donc, ça donne un cancer. Donc, si on a 11, donc le tabac plus l'amiante, ça nous fait 59. Vous voyez, c'est un effet qui est synergique. 6 plus 11, ça nous fait 17, mais nous, on a trouvé 59. C'est-à-dire qu'il y a un effet multiplicateur. Donc, le tabac, il est très grave. Alors, on prend un exemple de cancer de l'œsophage. Maintenant, on a beaucoup de gens qui ont le cancer de l'œsophage, des gens qui fument et qui boivent de l'alcool. Donc, lorsqu'on prend le tabac, c'est 5, l'alcool, c'est 18. Si on prend l'alcool plus le tabac, c'est 45. Donc, l'effet multiplicateur sur le cancer, c'est 45, c'est pas 18 plus 5. Alors, si on prend le cancer du poumon, alors nous avons vu le tabac, c'est 3, l'arsenic, que je vous avais parlé, 5. Donc, 5 plus 3, ça fait 8, mais on voit, lorsqu'on a la synergie des deux, ça nous fait 15. Donc, il y a un effet synergique qui est très élevé. Alors, ça, c'est très important de parler de la synergie dans le cas des polluants toxiques. Hein. Alors là, c'est l'effet antabuse. S'il vous plaît, ça vous cherchez dans le Google, vous avez le composé soufré qu'on appelle dans les champignons le disulfiram. Hein. Donc, on a l'effet antabuse, c'est un effet qui est provoqué par l'absorption concomitante d'alcool et de certaines substances médicamenteuses, en particulier le disulfiram. Donc, lorsqu'on prend l'alcool avec le disulfiram, la consommation de certaines espèces de coprins peut provoquer l'effet antabuse. Donc, cet effet peut être recherché pour traiter les gens qui prennent de l'alcool chronique afin d'associer une sensation de dégoût à l'absorption de l'alcool. C'est comme l'exemple de la cigarette électronique. D'accord? Donc, c'est très intéressant, l'effet antabuse. Alors, c'est quoi les xénobiotiques? Alors, c'est ça qu'on va faire par la suite. Les xénobiotiques, c'est quoi, s'il vous plaît? Ça, il faut le marquer et le souligner en rouge parce qu'on peut vous définir les xénobiotiques et donner un exemple de toxicocinétique de xénobiotiques. Donc, c'est une substance qui n'a aucune valeur nutritionnelle ou fonctionnelle pour l'organisme et qui ne dérive pas des processus physiologiques. Nous avons 10 millions de molécules, 10 000 utilisées dans la vie quotidienne. Donc, vous avez les médicaments, les additifs alimentaires, les produits industriels, les produits cosmétiques, hein, les produits de combustion, les produits agricoles, les cosmétiques, les pesticides, les colorants, les toxiques naturels. Donc, on a plusieurs toxiques. Donc, vraiment, les xénobiotiques sont des toxiques qui sont vraiment dangereux. Et là, donc, pour calculer les xénobiotiques, donc, on calcule le seuil de toxicité. Donc, ça, je vais vous le faire dans les conditions de TP pour vous montrer c'est quoi la DS50. Nous avons la NOAEL, c'est-à-dire la dose qui a un effet très faible, adverse effet, et nous avons la benchmark dose, la dose acceptable ou de référence, c'est ce qu'on appelle la dose externe, intake, c'est-à-dire la dose journalière tolérable, la dose de référence et la dose qui peut être toxique. Hein. Donc ça, ce sont les doses. Les valeurs guides dans l'environnement, donc nous avons les valeurs dans l'air ambiant. Par exemple, on a Drinking Water Guidelines, c'est-à-dire l'eau qu'on boit, il est traité et il y a c'est-à-dire les normes. Et on n'a pas les métaux lourds dans l'eau potable, donc c'est vraiment donc, c'est très important d'avoir ces marques-là. Et là, donc, la Noël, il est défini par la dose, la plus faible dose dont les effets sont significativement différents des effets à dose nulle. Donc, c'est la dose immédiatement inférieure à la dose qui est faible. Donc, on peut par exemple faire la benchmark, c'est-à-dire on va faire l'expérimental à la modélisation. Vous voyez, c'est ce que je vous avais dit au niveau de la modélisation toxicologique. On ne traite plus les données pour obtenir une valeur, mais on modélise les données par une courbe mathématique à partir de laquelle on va calculer les paramètres recherchés, comme l'exemple pour calculer. Donc, vous voyez ici, on a juste les données à une courbe, on se donne une benchmark et après, on va déduire la dose qui est la BMD. Et là, c'est ce que je vous avais donné comme exemple pour calculer la dose c'est-à-dire toxique pour les agriculteurs à partir de la modélisation toxicologique. Donc, nous avons plusieurs normes en toxicologie, les normes professionnelles pour la qualité de l'air, pour la protection des plantes. Ça, on va prendre des exemples par la suite. Donc là, c'est ce que je vous avais marqué. Comment donc on va calculer cette dose? Donc là, lorsqu'on est la limite supérieure et la limite inférieure, qui va nous donner, c'est-à-dire là, ce sont les datas à partir de l'expérience, et là, ce sont les datas à partir de la modélisation. Tout ça, on va le voir dans le cours, c'est-à-dire avec des exemples donc bien concrets. Alors, nous avons ici plusieurs types. Donc, nous avons les espèces, nous avons donc là la toxicocinétique et la toxicodynamique, considération avec donc des différences intra-espèces, c'est-à-dire entre les hommes et les femmes, les enfants. Donc là, on peut donc calculer cette variabilité, on peut déduire la fin. Donc, je pense qu'on va arrêter là. Donc, je vais vous envoyer ce fichier-là.
Et donc, s'il vous plaît, je vous demande de faire les calculs, les TD, parce que c'est ça qui est important pour vous, et préparer ça et m'envoyer ça parce que c'est la partie qui est importante dans le cours. Et après, donc, on fera quand vous voulez, c'est à vous de décider. On peut faire 2 heures en présentiel une fois que vous avez préparé les TD et on peut donc les discuter et on peut donc faire des petites questions pour l'examen. Donc, je tiens à vous remercier et bon courage par la suite. D'accord? On se quitte? Merci, madame. Merci. D'accord. Oui. D'accord, madame. En fait, de l'aide, hein, si je ne vous vois pas avant. Parce que s'il y a l'aide, je ne vais pas faire le cours le jeudi. D'accord? S'il n'y a pas l'aide, donc on peut le faire. Donc, bon courage, travaillons ensemble. Il faut faire la synergie. Hein. Il faut faire la synergie pour avoir une potentialisation et pour avoir d'excellentes notes. Bon courage. Merci. Merci. Merci.